Qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Nouveau journal sur la RTGA, vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les sommaires de votre journal. Célébration ce 28 septembre de la journée du droit à l'accès à l'information. Les autorités sont invitées à faciliter le droit à l'accès à l'information aux journalistes afin de bien faire leur travail. Vous suivrez dans cette édition du journal la réaction des professionnels des médias congolais quant à ce. Et puis l'Organisation mondiale de la santé encourage l'avortement sécurisé en vue de protéger la vie des filles et des femmes à travers le monde. Selon l'OMS, près de 121 millions de grossesses dans le monde sont des grossesses non désirées. Encadrement des sourds en RDC, l'Église catholique bat le record. À Kinshasa, le village Bondeko se distingue dans les formations destinées à cette catégorie de personnes. Vous aurez les détails dans cette édition du journal. Voilà tout pour les titres. Encore une fois de plus, merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer dans l'actualité. Les travaux de la première session Mix RDC Soudan du Sud ont fermé leurs portes ce 28 septembre 2024 à Kinshasa. Les responsables de la sécurité de ces deux pays qui ont tablé sur la sécurisation des frontières communes ont signé des protocoles d'accord qui marquent l'engagement des chefs de ces deux États afin de préserver la paix entre leurs peuples respectifs vivant sous le régime de neutralité du 12 mai 1894. C'est ce que nous dit Suzy Kibira Omari dans ce reportage. Clôturé ce jour par le vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, les travaux de la première session de la commission technique mixte des experts congolais et sud-soudanais ont abouti à l'adoption du projet de protocole d'accord pour la démarcation des frontières. Satisfait par la qualité des interventions, Jacquemin Chabani a rendu un vibrant hommage au président de ces deux pays qui s'emploient à améliorer les relations de bon voisinage et à défendre l'intégrité territoriale des deux États. Le projet de protocole d'accord portant création de la commission technique mixte étant adopté, je demande au chef de la délégation des experts sud-soudanais de transmettre mes salutations chaleureuses à mon homologue chargé des frontières et de lui signifier que mon désir le plus ardent en tant que bâtisseur est de le voir m'inviter dans un délai raisonnable pour la signature du dit accord. Car, comme je ne cesse de le souligner, l'importance des commissions techniques mixtes se fait par les travaux de terrain et donc la démarcation. Le patron de la sécurité congolaise a appelé les parties prenantes de la commission mixte technique à un suivi rigoureux des recommandations afin que les travaux de démarcation s'effectuent dans un délai raisonnable pour respecter la date butoir fixée par le programme africain des frontières.
Je vous le disais au sommaire, intégrer l'accès à l'information et la participation dans les secteurs publics, tel est le thème de la journée internationale du droit de l'accès à l'information célébrée ce 28 septembre 2024, proclamée par la conférence générale de l'UNESCO en 2015. Cette journée vise la participation de toutes les parties prenantes aux discussions internationales sur les politiques d'accès à l'information. Megui Kabembo et Guillaume Kankwende pour la suite. L'humanité célèbre la Journée internationale de l'accès universel à l'information, proclamée par l'UNESCO en 2015. Cette journée fournit une plateforme et un cadre permettant à toutes les parties prenantes de participer aux discussions internationales sur les politiques d'accès à l'information à l'ère du numérique, autonomisant les individus, permettant une prise de décision éclairée, favorisant l'innovation et promouvant l'inclusivité et les progrès sociaux. L'accès à l'information joue un rôle important dans le développement, la démocratie et l'égalité. C'est à ce titre que les Nations Unies cherchent à promouvoir et à protéger l'accès à l'information en tant que droits humains. En République démocratique du Congo, plusieurs journalistes ont du mal à avoir l'accès à l'information car plusieurs sources ne rendent pas la tâche facile aux professionnels de médias, affirme Tapi Luntunu, rédacteur en chef à Numérica Télévision. L'accès à l'information ici en République démocratique du Congo, tout journaliste a droit à l'accès à l'information. En fait, mais du moins, il faudrait aussi reconnaître que parfois on est un tout petit peu buté par certaines difficultés dans d'autres structures pour avoir l'information, pour accéder par exemple au niveau, avoir les informations sur ce qui se passe même au niveau par exemple de la prison centrale de Makala. Vous voyez, en fait, là, c'est juste un exemple qui m'est venu en tête. Vous voyez, pour avoir une information, on vous fait tourner. C'est vraiment difficile. On vous exige parfois certaines lettres. Tout le monde est devenu journaliste avec les réseaux sociaux, les médias sociaux. Tout le monde est devenu journaliste. On a confiance à personne à qui donner l'information, qui est vrai ou qui n'est pas vrai. Les autorités doivent nous permettre, doivent nous laisser, nous accorder ces tâches-là, nous faciliter la tâche, nous aider à travers les différents services pour avoir l'accès à l'information. Aux dirigeants du monde de s'impliquer pour faciliter la tâche aux journalistes qui doivent remplir leur rôle social. Et dans un autre chapitre, l'UNFPA s'aligne aux côtés du gouvernement souminois pour la mise en œuvre des priorités de développement. Ce programme des Nations Unies propose d'offrir des serviettes hygiéniques aux jeunes filles et les rendre disponibles dans les écoles pour éviter l'absentéisme pendant les périodes de menstruation. C'est ce qui ressort des échanges entre la première ministre Judith Suminwa et le nouveau représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population en République démocratique du Congo. Reportage Jacques Moulouba. Le Fonds des Nations Unies pour la population exprime sa volonté d'accompagner la vision du gouvernement souminois dans la mise en œuvre des initiatives socio-économiques afin d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Une position affichée au cours de l'audience que la première ministre Judith Suminwa a accordée à Madi Biaye, nouveau représentant résident de l'UNFPA en République démocratique du Congo. Je suis venu voir son Excellence, Madame la Première ministre, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Parce que on aurait pu le faire bien avant, mais au moment où moi je suis arrivé dans le pays, son Excellence était sur le terrain, très occupé par les questions à régler en RDC. Donc aujourd'hui, c'était le meilleur moment qu'on a trouvé pour pouvoir parler du Fonds des Nations Unies pour la population que je représente ici. Et discuter de l'orientation de notre nouveau programme pays pour accompagner le développement de la RDC. L'UNFPA propose d'offrir des serviettes hygiéniques aux jeunes filles et les rendre disponibles dans les écoles pour éviter l'absentéisme pendant les périodes de menstruation. M. Biaye a également affirmé la disponibilité du Fonds des Nations Unies pour la population à soutenir le gouvernement central dans l'organisation du recensement général de la population pour que l'aide à apporter corresponde aux vraies statistiques et problèmes spécifiques de chaque province. Selon Madi Biaye, conformément aux orientations du gouvernement souminois, l'UNFPA reste dans la droite ligne de travailler pour la réalisation de 3 résultats transformateurs. Que nous appelons les 3 résultats transformateurs.
Donc vous avez bien mentionné la réduction de la mortalité maternelle, mais en mettant l'accent sur mettre à zéro complètement les morts maternelles qu'on peut prévenir, donc évitables. Puis à l'autre aspect, vous avez parlé des violences basées sur le genre. Et enfin, mettre fin aux besoins non satisfaits des femmes, particulièrement en matière de planification familiale. Le monde célèbre ce 28 septembre la journée internationale de l'avortement sécurisé. Les statistiques de l'OMS démontrent que chaque année, près de 121 millions de grossesses sont non désirées. À cet effet, l'Organisation mondiale de la santé préconise l'avortement sécurisé en vue de protéger la vie des filles et des femmes à travers le monde. C'est ce que nous dit Suzy Kibira Omari. Chaque année, près de la moitié de toutes les grossesses, 121 millions, sont non désirées. 6 grossesses sur 10 sont des grossesses non désirées et sur l'ensemble des grossesses, 3 sur 10 se terminent par un avortement provoqué. L'avortement sécurisé lorsqu'il est pratiqué selon une méthode recommandée par l'OMS, adaptée à la durée de la grossesse et par une personne possédant les compétences nécessaires. Au Congo démocratique, il n'existe pas encore une loi qui favorise l'avortement médicalisé. Jusqu'au moment où nous parlons, l'avortement est encore une infraction en droit congolais. L'auteur de l'avortement, la victime de l'avortement, en tout cas la loi n'a pas encore libéré la possibilité d'un avortement volontaire pour des raisons médicales, pour des raisons de viol, pour des raisons de ceci. Dans d'autres pays, ça a pris un peu de longueur. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, les femmes parlaient du protocole de Maputo par rapport à ça. En ces jours où l'on prône l'avortement médicalisé, certains Congolais donnent leur point de vue sur la question. Pour éviter tout ça, c'est toutes ces maladresses-là. Il faut qu'il y ait une prise en charge des jeunes filles. Les nations à ce jour doivent veiller à ce que les femmes et les filles aient accès à des soins d'avortement fondés sur les données probantes, ce qui signifie qu'ils sont sécurisés, pratiqués dans le respect de la personne et sans discrimination est fondamental pour atteindre les objectifs du développement durable relatifs à la bonne santé et au bien-être ODD 3, à l'égalité des sexes ODD 5 et dans la droite ligne du protocole de Maputo ratifié par la République démocratique du Congo. Et à Beni, territoire de la province du Nord Kivu, plus de 30 femmes vulnérables ont été formées en coupe et couture par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces femmes sont la plupart victimes des violences sexuelles basées sur le genre. Images et commentaires. Elles sont 30 femmes dont la particularité est qu'elles vivent à Beni dans une situation précaire. Autant dire des femmes dont la vulnérabilité ne souffre d'aucune ambiguïté. L'autre particularité est que certaines d'entre elles sont victimes de violences sexuelles ou violences basées sur le genre. D'autres ont été obligées de fuir leur milieu d'origine pour se réfugier à Beni, territoire de la province du Nord Kivu. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, section de Beni, a initié et financé au bénéfice de ces femmes une formation en coupe et couture. À l'issue de leur formation, les 30 apprenantes ont chacune reçu un kit pour leur autonomisation. Nous avons reçu un bon nombre de femmes vulnérables qui sont venues suivre notre métier en coupe et couture. Ils ont eu à coudre une blouse de base, une jupe droite, la robe droite. Le kit est notamment composé d'une machine à coudre, des tissus, du fil à coudre, des ciseaux ainsi qu'un petit fond de démarrage. La formation qui rentre dans le cadre du projet d'assistance aux victimes des graves violations des droits humains a duré 2 mois. À la Chambre haute du Parlement, José Kalala Kalala, premier vice-président de cette institution, a échangé avec la jeunesse intercommunautaire de la province du Nord Kivu sur le processus de Luanda pour la paix en RDC. Il s'est également entretenu avec Paul Sapou de la CNDH sur la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Des précisions dans ce reportage signé Suzy Kibira Omar.
José Kalalawa Kalala, premier vice-président du Sénat, a ouvert les portes de son cabinet de travail à la délégation de la jeunesse intercommunautaire de la province du Nord Kivu. Au menu de leurs échanges, la résurgence des groupes armés, dont les M23 qui continuent à endeuiller les familles dans la partie est du Congo démocratique. Laurent Mugiraneza, chef de la délégation, affirme que le retour de la paix est conditionné par les assises de Luanda, seul cadre permanent des discussions. Nous avons amené tous ces cris au niveau de l'honorable le premier vice-président du Sénat. Nous avons abordé le processus de Luanda. Les recommandations de ce cadre-là de Luanda doivent s'appliquer au niveau du Nord Kivu et Ituri. Le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement s'est également entretenu avec le chef suprême de l'église autochtone de Bangunza. Ce dernier lui a officiellement remis une invitation pour prendre part à la prochaine ouverture du centre d'accueil des autochtones de Kinshasa. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Paul Nsapou, a à son tour échangé avec le premier vice-président de la Chambre haute sur la dernière tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Et dans certaines prisons, l'action, les activités de la CNDH qui a déployé des missions d'observation judiciaire à tous ces procès et qui diligente aussi une mission d'enquête sur ce qui s'est passé à Makala. José Kalalawa Kalala a également conféré avec le directeur général de la Régie des voies aériennes RVA, Léonard Ngomambaki, venu lui présenter ses civilités pour sa brillante élection au poste de premier vice-président de la Chambre des Sages. Les deux personnalités ont passé au peigne fin toutes les questions relatives à la RVA. Restons toujours dans le couloir du Palais du Peuple pour signaler qu'après l'ouverture de la session ordinaire de septembre, l'Assemblée nationale se prépare à mettre en place les bureaux des commissions permanentes. À cet effet, le groupe parlementaire UDPS et Mosaïque a présenté sa proposition sur la composition de ces commissions. Une délégation de ces élus nationaux a été reçue par le président Vital Kamerhe. Merci Diakar pour plus de précisions. Au lendemain des échanges avec le président des différents groupes parlementaires, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a échangé avec les groupes parlementaires UDPS et Mosaïque qui avaient sollicité une harmonisation en termes avant d'approcher les bureaux. Au cours de ces échanges, le groupe parlementaire UDPS a présenté sa proposition au speaker de la Chambre basse du Parlement. Il s'agissait pour ces groupes parlementaires de donner sa position sur la constitution des commissions permanentes et sur la répartition des responsabilités au niveau des bureaux de ces commissions. Pour Gilbert Kankonde, député national et ancien ministre de l'Intérieur et Sécurité, ces échanges avec les bureaux visent à créer l'harmonie et la cohésion au sein de l'Assemblée nationale. Le groupe de députés élus IDPS et ses Mosaïques a approché le président de l'Assemblée nationale pour aborder la question de la constitution des commissions permanentes ainsi que de la répartition de responsabilités au niveau de ces commissions à travers les groupes parlementaires qui composent l'Assemblée nationale. L'UDPS a présenté au président de l'Assemblée nationale son approche par rapport à la répartition de ces commissions, donc de la direction des commissions permanentes, la composition des bureaux de chaque commission. C'est le groupe UDPS qui était en fait une délégation des résolutions, des options levées par la plénière de tous les députés UDPS et ces Mosaïques. Artisan de la paix, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a suivi religieusement chaque député avant de recommander à tous l'amour et la confiance mutuelle. Il faut préciser que ces discussions vont se poursuivre en y associant d'autres groupes parlementaires pour obtenir un consensus. Dans un autre registre, Gilbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, a porté la voix de la RDC en matière nucléaire aux Nations Unies. Le Congo démocratique, qui a désormais droit au chapitre, devra influencer les décisions finales car la question du nucléaire reste au cœur des enjeux géostratégiques des États membres de l'ONU. Suzy Kibira Omari.
Du haut de la tribune des Nations Unies, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabonda Kourenga, a participé au débat houleux en matière nucléaire en portant la voix de la République démocratique du Congo. Sujet d'importance, toujours majeur, actuel et qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. Il s'agira plus précisément de la création de centres de référence, de diagnostic multidisciplinaire et de radiothérapie, mais aussi de radiopharmacie à Kinshasa. Enfin, nous comptons construire notre première école nationale supérieure des sciences et techniques nucléaires dans le but de former aux standards internationaux les personnels qui mettront en œuvre diverses applications nucléaires pour le développement socio-économique de notre pays, au bénéfice de sa population. La République démocratique du Congo a toujours soutenu une utilisation pacifique du nucléaire. Aussi, sur les décisions finales, le ministre Kabonda a à cet effet planché du haut de la tribune des Nations Unies. Et pendant ces temps, la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, connaît des délestages depuis un certain temps suite à la pollution de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 1 par les déchets plastiques. Les responsables des services habilités et la population appellent les autorités compétentes à agir pour protéger cette centrale, principale source d'électricité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suzy Kibira Omari pour le point. Des tas d'immondices composés des déchets plastiques et ménagers envahissent la centrale hydroélectrique de la Ruzizi 1. La Société nationale d'électricité SNEL, qui alerte sur la question, évoque les difficultés qu'elle éprouve dans la desserte en courant électrique ces derniers temps dans la ville de Bukavu. À la population de tout faire pour bien gérer les déchets au niveau de leurs parcelles. Le personnel de la SNEL a procédé à l'opération d'évacuation des bouteilles et emballages plastiques et bien d'autres déchets non biodégradables à la rivière Ruzizi. Le directeur provincial de la SNEL Sud Kivu, l'ingénieur Jovi Moulemangabo, a indiqué que ces déchets ont bouché les caniveaux et les turbines, occasionnant des coupures intempestives de l'électricité à Bukavu. Les déchets affectent d'un coup les 4 machines. Donc quand ils arrivent, ils ne choisissent pas une ou une autre, mais ils attaquent sur les 4 machines. Le ministre provincial de l'Environnement, Didier Kabi, a estimé que les sanctions doivent accompagner les mesures prises par l'autorité provinciale pour punir tous ceux qui s'illustrent dans la mégestion des déchets. Réfléchissons sur une politique de contrainte. Il va falloir que nous puissions contraindre les habitants de la ville de Bukavu à comprendre qu'ils vivent dans la ville et qu'ils doivent être le premier responsable de la propriété de la ville. Et que chacun puisse toucher dans sa poche pour contribuer à la gestion de ces déchets. À ce niveau là-bas, tous ces déchets-là qu'on rencontre par exemple dans les canaux d'évacuation, les gens vont sentir que non, il y a une nouvelle gouvernance qui fait en sorte que chacun soit responsable des déchets qui doivent quitter dans son ménage. La gestion des déchets plastiques devenue une épine sous les pieds des institutions de la République qui initient des actions dans la lutte contre la pollution de l'environnement. De retour à Kinshasa, où le directeur général intérimaire de la DGRK, Redi Kakala, a été reçu en audience par le directeur général de la Sofibank. Les deux personnalités ont passé en revue la situation de la paye des agents et cadres de la direction générale des recettes de Kinshasa, dont les comptes salaires sont logés chez Sofibank. Il était aussi question pour les DG intérimaires de la DGRK de s'imprégner de la traçabilité des recettes que collecte sa régie financière. Dieu merci, Diacre. Pas de repos pour le directeur général intérimaire de la direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, Redi Kakala, qui, juste après son installation, s'est mis au travail. Vendredi, il a été reçu en audience par le directeur général de la Sofibank, l'une des banques partenaires de la DGRK. Les échanges ont tourné autour de la traçabilité des recettes de cette régie financière de la capitale congolaise. Vous savez, la DGRK en tant que service mobilisateur des recettes urbaines travaille en partenariat avec le banque commercial installé à Kinshasa pour la collecte de recettes urbaines. Il était plus que normal, nous contactons la Sofibank parce qu'en tant que partenaire pour voir à ces jours évaluer un peu
beaucoup des innovations qui devaient être déjà réalisées. Et notamment, nous allons parler de e-paiement au niveau des intégrations des API. Nous avons également passé en revue la situation des nivellements et la situation des traçabilités. Une occasion pour le directeur général intérimaire de la DGRK de sensibiliser les assujettis quinois au civisme fiscal. À tous les assujettis de la ville de Kinshasa au regard des différents impôts provinciaux et locaux, même les droits, taxes et redevances dus à la ville de Kinshasa. Nous leur recommandons plutôt de payer leurs impôts au niveau des guichets de la banque et non aux mains des agents de la DGRK pour que cette recette soit mieux canalisée et retracée afin de nous faciliter le suivi pour financer et contribuer au développement de la ville de Kinshasa avec le programme de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Kineze Bonga. On a besoin de la participation de tous les Quinoises et Quinois. A noter que le directeur général intérimaire, Rudi Kakala, promet de relever la pente avec la mobilisation accrue des recettes telle que lui a été recommandée par la ministre provinciale des Finances. On va parler justice à présent. Denise Mukendi Dissochoy, actrice politique qui a affirmé avoir été aux commandes du viol de l'opposant Jacques Ndala, a passé sa première nuit au cachot du parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe où elle a été auditionnée vendredi après son transfèrement de Brazzaville et placée sous mandat d'arrêt provisoire. Denise Dissochoy a été arrêtée par le département de sécurité extérieure de l'Agence nationale des renseignements ANER et elle, qui risque 6 mois de prison, est accusée d'injures publiques, imputation dommageable et arrestation arbitraire. Et dans le même registre, placée sous mandat d'arrêt provisoire, la tiktokeuse Marianne Toumba a passé sa première nuit au cachot du parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe après son interpellation vendredi à son domicile. Selon des sources concordantes, l'influenceuse Marianne Toumba est accusée des violations de l'article 360 du Code du numérique qui prévoit des sanctions pour quiconque diffuse ou relaie des fausses informations contre une personne par le biais des réseaux sociaux ou tout autre support électronique. La question des sourds devrait constituer une priorité ce 28 septembre où l'humanité célèbre la journée mondiale des sourds. En RDC, l'Église catholique à travers l'archidiocèse de Kinshasa a érigé des centres appelés villages Bondeko pour la prise en charge des malentendants. Découvrez ce qui se passe dans ces villages Bondeko situés dans la commune de Kinshasa avec Suzy Kibira Omari. La journée internationale des sourds est célébrée le 28 septembre de chaque année. L'archidiocèse de Kinshasa a érigé des centres appelés villages Bondeko où sont pris en charge les enfants vivant avec handicap, notamment les malentendants. Abdon Bissidi est enseignant dans cette école spécialisée de Kinshasa. Que l'enfant sourd puisse bien étudier, je pense que et l'enfant et l'enseignant font usage de la langue des signes. Parce que le grand problème pour l'enfant sourd, c'est la communication. Chris Nzouzi est préfet à l'Institut Lissungi qui fonctionne au sein du village Bondeko. Actuellement, le village Bondeko compte 39 écoles disséminées dans 15 communes. Mais aussi aux parents, je vous demanderai d'apprendre la langue des signes puisque aucun parent au monde n'a été préparé pour accueillir ou mettre au monde un enfant handicapé ou un sourd. Mais quand ça arrive, les parents ou la famille doivent prendre une décision courageuse pour pouvoir apprendre. Dans cette salle des classes, l'enseignant Pembele Zikutambele a réuni dans une même salle de classe les apprenants de la 7e et 8e année. Il leur dispense les cours de lecture intitulés L'amour d'une mère. Il en fait le résumé. Je vais commencer d'abord par désigner un élève, une élève qui nous a fait la lecture du texte. Après, maintenant là, on va chercher à comprendre
comprendre les textes. En République démocratique du Congo, un ministère délégué leur a été consacré dans l'exécutif national. Un pas dans la bonne direction, mais il en faut plus pour que ces enfants, en particulier les personnes vivant avec handicap en général, se sentent revalorisés. Ce journal est terminé. Voici les rappels des titres. Célébration ce 28 septembre de la journée du droit d'accès à l'information. Les autorités sont invitées à faciliter le droit à l'accès à l'information aux journalistes afin de bien faire leur travail. Vous avez suivi dans ce journal la réaction des professionnels des médias congolais quant à ce. Nous avons parlé de l'Organisation mondiale de la santé qui encourage l'avortement sécurisé en vue de protéger la vie des filles et des femmes à travers le monde. Selon l'OMS, près de 121 millions de grossesses dans le monde sont des grossesses non désirées. Encadrement des sourds en RDC, l'église catholique bat les records. À Kinshasa, le village Bondeko se distingue dans les formations destinées à cette catégorie de personnes. Vous avez eu les détails dans ce journal. Cette édition des nouvelles est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA World. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.